Que l'économie semble complexe, mais qu'elle fonctionne de manière simple et automatisée, et qu'elle se compose de quelques parties simples et de nombreuses transactions simples qui sont constamment répétées des millions de fois. Ces transactions sont principalement motivées par la nature humaine et créent trois forces principales qui stimulent l'économie. Numéro 1, croissance de la productivité. Numéro 2, cycle de la dette à court terme. Et numéro 3, cycle de la dette à long terme. Commençons par la partie la plus simple de l'économie. Transactions. L'économie n'est rien de plus que la somme des transactions qui la composent. Et la transaction est quelque chose de très simple. Les transactions sont effectuées tout le temps. Le montant total dépensé tire l'économie. Si vous divisez le montant que vous avez dépensé par la quantité vendue, vous obtenez le prix. C'est tout, c'est une transaction, c'est la base de la machine économique. Tous les clics et toutes les forces de l'économie sont motivées par les transactions. Donc si nous pouvons comprendre les transactions, nous pouvons comprendre l'ensemble de l'économie. Le marché se compose de tous les acheteurs et de tous les vendeurs qui négocient pour la même chose. L'économie se compose de toutes les transactions sur tous ces marchés. Si vous additionnez les dépenses totales et la quantité totale vendue sur tous les marchés, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour comprendre l'économie, c'est très simple. Les personnes, les entreprises, les banques et les gouvernements participent aux transactions de la manière décrite, échangeant de l'argent et du crédit contre des biens, des services et des actifs financiers. Plus grand, c'est le secteur public qui se compose de deux parties importantes. Il diffère des autres acheteurs et vendeurs en ce qu'il contrôle la quantité d'argent et de crédit dans l'économie. Il le fait en manipulant les taux d'intérêt et en imprimant de la nouvelle monnaie. Pour ces raisons, comme nous le verrons, la Banque centrale est un acteur important dans le flux du crédit. Je veux que vous fassiez attention à la fiabilité. Le crédit est la partie la plus importante de l'économie et peut-être la moins comprise. C'est la partie la plus importante car c'est la partie la plus importante et la plus volatile. Lorsque les acheteurs et les vendeurs se rendent sur le marché pour effectuer des transactions, les créanciers et les débiteurs font de même. Les prêteurs veulent généralement transformer ce qu'ils ont en plus d'argent. Et ceux qui s'endettent veulent généralement quelque chose qu'ils ne peuvent pas se permettre, comme une maison ou une voiture, ou veulent investir dans quelque chose comme démarrer une entreprise. Le crédit peut aider tous les prêteurs que les débiteurs obtiennent ce qu'ils veulent. Les débiteurs s'engagent à rembourser le montant emprunté appelé capital, plus un montant supplémentaire appelé intérêt. Lorsque les taux d'intérêt sont élevés, vous empruntez moins parce que c'est cher. Lorsque les taux d'intérêt sont bas, les gens empruntent plus, car cela coûte moins cher. Lorsque les débiteurs promettent de rembourser et que les créanciers les croient, un crédit est créé. Deux personnes peuvent accepter de créer un solde à partir de rien. Cela semble assez simple, mais le crédit est difficile car il porte des noms différents. Dès que le crédit est créé, il se transforme immédiatement en dette. La dette est un atout pour le prêteur et un passif pour le débiteur. À l'avenir, lorsque le débiteur rembourse le prêt plus les intérêts, les actifs et les passifs disparaissent et la transaction est clôturée. Alors pourquoi l'accréditation est-elle si importante? Car lorsque le débiteur obtient un crédit, la capacité de compter augmente. Et rappelez-vous que les dépenses stimulent l'économie parce que les dépenses de quelqu'un sont le revenu de quelqu'un d'autre. Pensez-y, chaque dollar que vous dépensez est gagné par quelqu'un, et chaque dollar que vous gagnez est dépensé par quelqu'un. Donc lorsque vous dépensez plus, quelqu'un gagne plus. Lorsque le revenu de quelqu'un augmente, les créanciers sont plus enclins à lui prêter de l'argent parce qu'il mérite plus de crédit maintenant, et que le débiteur a un bon crédit. L'argent est à l'aise. Et donc un revenu plus important permet une dette plus importante qui vous permet d'augmenter les dépenses. Et puisque les dépenses de quelqu'un sont le revenu de quelqu'un d'autre, cela conduit à une augmentation de la dette. Et ainsi de suite, et ces modèles d'auto-renforcement apportent la croissance économique, et c'est pourquoi nous avons des cycles.
Dans un accord, vous devez donner quelque chose pour obtenir quelque chose. À long terme, le montant que vous obtenez dépend de la quantité que vous produisez. Au fil du temps, nous apprenons et que les connaissances accumulées augmentent notre niveau de vie, nous appelons cela la croissance de la productivité. Inventifs et travailleurs augmentent la productivité et le niveau de vie plus rapidement que ceux qui souffrent de paresse, mais ce n'est pas toujours vrai à court terme. La productivité est particulièrement importante à long terme, mais la fiabilité est particulièrement importante à court terme. En effet, la croissance de la productivité ne fluctue pas beaucoup et ne constitue donc pas un facteur de fluctuation économique importante. La dette existe car elle nous permet de consommer plus que ce que nous produisons lorsque nous l'obtenons, et elle nous fait consommer moins que ce que nous produisons lorsque nous la remboursons. Ces fluctuations se produisent en deux grands cycles. L'un d'eux prend de 5 à 8 ans, l'autre de 70 à 100 ans. La plupart se sentent, mais ils ne le voient généralement pas comme des cycles parce qu'ils le voient de plus près au jour le jour. Dans ce chapitre, nous prenons du recul et examinons ces trois grandes forces et comment elles interagissent pour façonner nos expériences. Comme mentionné précédemment, les fluctuations le long de cette ligne ne sont pas dues à la quantité d'innovation ou de travail acharné qui existe, mais principalement à la quantité de crédit qui existe. Imaginons un instant une économie sans crédit. Dans cette économie, la seule façon d'augmenter mes dépenses est d'augmenter mes revenus, ce qui m'oblige à être plus productif et à travailler plus. L'augmentation de la productivité est le seul moyen de croître, et puisque mes dépenses sont le revenu de quelqu'un d'autre, l'économie croît chaque fois que moi ou quelqu'un d'autre est plus productif. Si nous suivons les transactions et les laissons se dérouler, nous constatons des progrès tels que la ligne de croissance de la productivité, mais parce que nous nous noyons dans la dette, il y a des cycles, et cela n'est dû à aucune loi, mais à la nature humaine et au fonctionnement de la dépendance. Considérez l'emprunt comme un moyen facile d'augmenter les dépenses. Pour obtenir quelque chose que vous ne pouvez pas vous permettre, vous devez dépenser plus que ce que vous gagnez. Pour ce faire, vous devez vous endetter à l'avenir. En faisant cela, vous pouvez créer une période dans le futur où vous dépenserez moins que ce que vous gagnez pour le rembourser. Et bientôt, il prend l'apparence du parcours. Autrement dit, chaque fois que vous vous endettez, vous créez un cycle. Cela est vrai pour l'individu et l'économie. Et c'est pourquoi, la raison, comprendre la dépendance est extrêmement important. Parce qu'il déclenche une chaîne mécanique et prévisible d'événements qui se produiront dans le futur. Cela rend le crédit différent de l'argent. L'argent est ce avec quoi les transactions sont clôturées. Lorsque vous achetez quelque chose contre de l'argent, la transaction est immédiatement conclue. Mais lorsque vous l'achetez pour la durée, c'est comme ouvrir un compte bancaire. Supposons que, promis de payer à l'avenir. Ensemble, vous et le vendeur créez un actif et une obligation. Maintenant, vous avez créé des crédits à partir de non. Quelque chose jusqu'à ce que vous payiez la facture. Vos actifs et vos obligations ne disparaîtront pas. La dette ne disparaît pas, et l'accord ne se conclut pas. La vérité est que la plupart de ce que les gens appellent de l'argent est un crédit. Le montant total du crédit aux États-Unis est d'environ 50 billions de dollars, et le montant total de l'argent n'est que d'environ 3 billions de dollars. Rappelez-vous que dans une économie sans crédit, la seule façon d'augmenter vos dépenses est de produire plus. Mais dans une économie sans crédit, vous pouvez également augmenter vos dépenses en vous endettant. En conséquence, l'économie dépendante a plus de dépenses et permet aux revenus d'augmenter plus rapidement que la productivité à court terme, mais pas à long terme. Maintenant, ne vous méprenez pas. La dépendance n'est pas toujours une mauvaise chose qui ne mène qu'à des cycles. C'est mauvais quand ça gonfle une consommation qui ne peut pas être remboursée. Cependant, il est bon que vous allouiez correctement les ressources et produisiez des revenus afin de rembourser vos dettes. Par exemple, si vous empruntez pour acheter un grand téléviseur, vous ne générez pas de revenus qui vous permettraient de rembourser la dette. Mais si vous obtenez un prêt pour acheter un tracteur et que ce tracteur vous permet d'obtenir une plus grande récolte et de gagner plus d'argent. Et puis vous pouvez rembourser vos dettes et améliorer votre niveau de vie. Dans une économie de dépendance, nous pouvons suivre les transactions et voir comment la dépendance conduit à la croissance. Laissez-moi vous donner un exemple. Supposons que vous receviez 20 000 $ par an et que vous n'ayez aucune dette. Vous avez assez de crédit pour emprunter 30 $. Supposons qu'à partir d'une carte de crédit, vous puissiez en dépenser 30 même si vous n'en gagnez que 20 000. Puisque vos dépenses sont le revenu de quelqu'un d'autre, quelqu'un reçoit 30 $.
Une personne qui gagne 30 sans dette peut en emprunter 40. Elle peut en dépenser 40 même si elle n'en gagne que 30. Et s'il est dépassé par les revenus et les transactions des autres, voyons comment ce processus fonctionne dans le modèle d'auto-renforcement. Mais rappelez-vous que contracter des emprunts crée des cycles, et si le cycle monte, tôt ou tard il est voué à baisser, et cela nous conduit au cycle de la dette à court terme. À mesure que l'activité augmente, nous assistons à une expansion de la première phase du cycle de la dette à court terme, les dépenses continuent d'augmenter, et les prix commencent à augmenter. Cela se produit parce que l'augmentation des dépenses est alimentée par des crédits qui peuvent être créés à partir de rien immédiatement, lorsque le volume des dépenses et des revenus augmente plus rapidement que la production de biens. Les prix augmentent. Lorsque les prix augmentent, on parle d'inflation. Et la Banque centrale ne veut pas beaucoup d'inflation, car cela pose des problèmes, et lorsqu'elle voit les prix augmenter, elle augmente les taux d'intérêt. À mesure que les taux d'intérêt augmentent, que moins de personnes peuvent emprunter et que le coût de la dette existante augmente, pensez-y lorsque les paiements mensuels sur votre carte de crédit augmentent. Puisque les gens contractent moins de prêts, remboursent des dettes plus élevées, ils ont moins d'argent à dépenser, et donc les dépenses diminuent, et puisque les dépenses de quelqu'un sont le revenu de quelqu'un d'autre, le revenu diminue, et donc quand les gens dépensent moins, les prix baissent, et nous appelons cela contraction, l'activité économique est en déclin, et nous avons une récession. Si la récession devient trop sévère et que l'inflation n'est plus un problème, la Banque centrale réduira les taux d'intérêt pour que tout augmente à nouveau, et avec la baisse des taux d'intérêt, la dette. Comme vous pouvez le constater, l'économie fonctionne comme une machine, et, dans le cycle de la dette à court terme, les dépenses sont limitées. Sur la volonté des créanciers et des débiteurs d'accorder et de recevoir du crédit, et lorsque le crédit est facilement disponible, il y a une expansion économique, et lorsque le crédit n'est pas facilement disponible, une récession se produit, et notez que ce cycle est principalement contrôlé par la Banque centrale. Le cycle de la dette à court terme dure généralement de 5 à 8 ans, et se répète encore et encore pendant des décennies, mais notez que le bas de chaque cycle se termine par une croissance plus importante que dans le cycle précédent et avec plus de dettes. Parce que les gens encouragent cette idée, ils ont tendance à emprunter et dépenser plus, au lieu de rembourser, c'est la nature humaine. C'est pourquoi, à long terme, la dette augmente plus rapidement que les revenus, ce qui crée un cycle d'endettement à long terme, et bien que les gens s'endettent de plus en plus, les prêteurs offrent du crédit plus librement. Pourquoi? Parce que tout le monde pense que les choses vont bien. Les gens se concentrent uniquement sur les événements récents et ce qui s'est passé récemment. Les revenus ont augmenté, la valeur des actifs augmente. Le marché boursier augmente. C'est un boom des biens et services, et les actifs financiers valent la peine d'être achetés avec de l'argent emprunté. Lorsque les gens exagèrent, cela s'appelle dans le hall, donc même avec l'augmentation des revenus de la dette, les revenus ont augmenté assez rapidement pour compenser cela. Nous appelons le ratio dette, revenu, le fardeau de la dette, tant que le revenu continue d'augmenter, et que le fardeau de la dette reste sous contrôle. Et en même temps, la valeur des actifs augmente. Les gens empruntent d'énormes sommes d'argent pour acheter des actifs en tant qu'investissement qui font monter les prix, encore plus de gens se sentent plus riches. Donc même avec l'accumulation de beaucoup de dettes, l'augmentation des revenus et de la valeur des actifs aide les débiteurs à profiter du crédit pendant longtemps. Mais cela bien sûr ne peut pas durer éternellement. Pendant des décennies, le fardeau de la dette a lentement augmenté, entraînant de plus en plus de remboursements de la dette. Et à un certain moment, les primes d'endettement commencent à augmenter plus rapidement que les revenus, obligeant les gens à réduire leurs dépenses. Et puisque les dépenses d'une personne sont le revenu de quelqu'un d'autre, le revenu commence à diminuer, ce qui rend les gens moins solvables et réduit les prêts. Le remboursement de la dette continue d'augmenter, entraînant une nouvelle baisse des dépenses. Le cycle est inversé, et c'est le pic de la dette à long terme. Le fardeau de la dette est devenu très important. Pour les États unis, l'Europe et une grande partie du reste du monde, cela s'est passé en un an 2008. C'est arrivé pour la même raison que c'est arrivé au Japon en année 1989 et aux États-Unis en année 1929. Et maintenant, l'économie commence à réduire sa dette en se désendettant,
Réduire les gens. À mesure que les revenus baissent, le crédit disparaît, les prix des actifs baissent, les banques sont sous pression, le marché boursier s'effondre, les tensions sociales augmentent, tout commence à se nourrir dans l'autre sens, et avec la baisse des revenus et la hausse des déductions de dettes, les débiteurs sont sous pression, ils ne sont plus dignes de confiance. Le crédit expire. Les débiteurs ne peuvent plus emprunter de l'argent pour rembourser leurs dettes. Et dans leur quête pour combler ce vide, les débiteurs doivent vendre leurs actifs, la ruée vers la vente de biens domine le marché, c'est le moment où le marché boursier s'effondre, les sociétés immobilières et les banques se retrouvent en difficulté. Et avec la chute des prix des matières premières, la valeur de la garantie que le débiteur peut fournir diminue, ce qui rend les débiteurs moins solvables. Les gens se sentent pauvres. Le crédit disparaît rapidement. Moins de dépenses, moins de revenus, moins de richesses, moins de crédits, moins de prêts, et ainsi de suite. Naturellement, l'économie est un peu plus compliquée que ce modèle ne le suggère. Cependant, placer le cycle de la dette à court terme sur le cycle de la dette à long terme, puis placer les deux au-dessus de la ligne de croissance de la productivité, donne un modèle raisonnablement bon pour déterminer où nous en sommes arrivés, où nous en sommes maintenant, et où nous irons très probablement. En bref, il y a 3 règles de base que j'aimerais que vous compreniez à partir de cela. Premièrement, ne laissez pas les dettes augmenter plus vite que les revenus, car votre fardeau de dette finira par vous écraser. Deuxièmement, ne laissez pas les revenus augmenter plus vite que la productivité, car vous finirez par vous retrouver incapable de rivaliser. Et troisièmement, faites tout ce que vous pouvez pour augmenter la productivité, car, à long terme, c'est ce qui compte le plus. C'est un conseil simple pour vous. Vous pourriez être surpris, mais la plupart des gens n'y prêtent pas assez attention. Ce modèle a fonctionné pour moi. J'espère qu'il fonctionnera pour vous. Merci.